Alors, je commence par mon nom. Puis pour... Moi, je commence par vous remercier beaucoup d'avoir merci. accepté de participer au projet Cœur en Liberté. Votre participation est très appréciée. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous demande votre nom, s'il vous plaît. Oui, alors, ça a été une partie de ma vie importante, les camps de réfugiés. Hein? Alors, ça me fait vraiment plaisir. Alors, mon nom, c'est Micheline Lévesque, mais dans les camps de réfugiés, on m'appelait tout simplement Mika. La raison pour laquelle j'ai travaillé dans les camps de réfugiés, c'est que je voyageais tout simplement. J'étais dans la région, je voyageais et j'ai entendu dire que je savais qu'il y avait des camps de réfugiés indo-chinois en Thaïlande. Et quand j'étais en Malaisie, j'ai rencontré un voyageur qui était en Malaisie pour renouveler son visa de Thaïlande et qui travaillait dans un camp de réfugiés. Alors, je lui ai demandé comment tu as fait pour trouver ce travail-là. Il m'a parlé de l'organisation pour laquelle il travaillait pour COER. Il m'a demandé d'où je venais. J'ai dit du Canada, de la province de Québec. Il me dit, le Québec a une école. Alors, j'ai dit, ah oui. Alors, il me dit oui et il me conseille. Il dit, va à l'ambassade du Canada à Bangkok. Les Québécois qui sont là ont un lien, en tout cas, avec l'ambassade. Alors, quand je suis retournée en Thaïlande, je suis allée à l'ambassade du Canada, j'ai parlé à l'immigration du Québec, leur disant que j'avais entendu parler qu'il y avait une école du Québec et que j'étais intéressée à y travailler. Et là, ils m'ont dit, bon, mais justement, il y avait un couple qui était là, qui terminait leur contrat. C'est un contrat de 3 mois, en tout cas. Et qu'après, ils auraient probablement besoin de quelqu'un. Ils ont pris mes contacts et tout. Pour faire une longue histoire courte, moi, j'étais partie en Chine. Par hasard, j'ai revu Stella Lucille à l'époque, par hasard dans la rue à Bangkok. Et finalement, elle me dit que le couple avait décidé de prolonger de 3 autres mois, mais que là, il était pour partir. Il y avait aussi une question de financement, parce qu'au début, c'était un poste de professeur de français qui venait du COFI. Donc, c'était un salaire de professeur avec le transport, le logement là-bas et tout ça. Puis quand ils ont décidé d'arrêter à cause de manque financier, l'Immigration du Québec a dit, nous, on va prendre notre budget local et on va engager quelqu'un de bénévole pour le faire, pour le continuer. Alors là, on ne parlait pas de même budget. Alors, ils m'ont dit, bien, j'ai dit, bien, comme bénévole, ça m'intéresse. Puis, bref, je suis restée là 5 ans. Alors, contrat de 3 mois, contrat de 6 mois, puis après, c'était contrat d'1 an. Ça, c'est inhabituel. D'habitude, dans le camp de réfugiés, les gens sont là 3 mois, 6 mois, là, les bénévoles, même les médecins, c'est rare que les gens restent aussi longtemps. Alors, moi, je suis quand même restée 5 ans. Alors, pouvez-vous raconter, alors, comment ça s'est déroulé, votre expérience? C'était dans le camp de Bangkok. Alors, le camp où j'étais, en théorie, c'était un camp de transit, en théorie. Parce que le camp de Panatnikom, Chonburi, où j'étais, c'était situé à 2 heures de Bangkok. C'était le seul camp qui regroupait les 3 pays. Il y avait des Laotiens, il y avait des Vietnamiens, il y avait des Cambodgiens dans ce camp-là. Tous les autres camps sont situés à la frontière. Alors, à la frontière de Thaïlande et Laos, il va y avoir seulement des camps de Laotiens. À la frontière de Thaïlande et Cambodge, c'est seulement des Cambodgiens. Et sur les îles, Malaisie, tout ça, ce sont des Vietnamiens. Mais il y a des Vietnamiens qui sont venus avec les Cambodgiens par terre, au niveau de la terre. Ils n'ont pas pris le bateau. Alors, ces Vietnamiens-là étaient dans notre camp de réfugiés, le camp de transit. Alors, en théorie, les gens qui étaient là devaient tous partir à l'étranger. Mais en pratique, ce n'était pas le cas. Une fois rendu... Parce que l'immigration allait aux frontières, faisait passer les entrevues de sélection, et une fois qu'ils étaient sélectionnés, on les transférait dans ce camp de transit-là. Et dans le camp de transit, on passait les examens médicaux, il fallait attendre tous les papiers pour immigrer. Parfois, c'était des parrainages, il y avait toutes sortes de choses. Puis après, ils s'en allaient dans leur on appelait ça le 3e pays, là, dans le pays d'accueil. Mais rendu là, il arrivait toutes sortes d'histoires. Fausses déclarations, le parrainage tombe à l'eau, la personne est trop malade, on décide de ne plus l'accepter. Alors, en pratique, il y avait quand même une assez, je dirais peut-être un tiers qui finalement allait à nulle part. Ce n'était pas la totalité des réfugiés. À un moment donné, il y avait pas assez de place dans un camp, puis ils ont décidé d'emmener les réfugiés dans le camp où nous, on était. Puis il y avait des camps dans un camp. Les Vietnamiens, il y avait comme un camp de réfugiés dans un camp de réfugiés où les Vietnamiens étaient, parce que les Vietnamiens étaient un peu considérés comme l'ennemi. Et les Vietnamiens qui étaient dans notre camp, c'était souvent, on les appelait les Bô Đoi, des soldats qui étaient venus à pied
puis ils ne voulaient plus être soldats, ils ne voulaient plus être au Vietnam ou au Cambodge. Ils occupaient le Cambodge, puis ils sont venus dans le camp où j'étais. Alors, c'était un peu la situation. Moi, on m'a déjà dit que le camp où j'étais, c'était le camp où il y avait le plus haut niveau de suicide, taux de suicide. Parce qu'à tous les jours, ils voyaient des gens qui quittaient. Et eux, c'est vraiment l'inconnu. Lorsque tu restes à la frontière, tu es un peu dans ton pays, tu es près de la frontière, tout le monde sont dans la même situation, alors que ce camp-là, il y a une partie qui se réjouissait parce qu'ils ont été parrainés, ils vont partir, puis eux, les autres, voient ça à tous les jours, puis ils ne savent pas qu'est-ce qui arrive. Alors, c'est un camp assez particulier, le seul camp où tous les groupes... les 3 pays étaient regroupés. Puis là, je dis 3 pays parce qu'il y a aussi les groupes, il y avait les Hmong, il y avait les Miennes, il y avait des groupes autochtones qui étaient là aussi. Alors, en plus des groupes autochtones. Intéressant. Alors, c'est un camp de réfugiés qui était assez particulier. OK. Alors, pouvez-vous décrire, c'était quoi votre expérience dans le camp? Ah, mon Dieu, c'est S'il vous plaît. le camp de réfugiés, c'est comme un village, là. Ouais. Si je peux décrire, là, c'est comme un village avec des restaurants, des écoles, il y a un marché. Fait que le marché, c'est parfois, c'est des réfugiés qui allaient à la clôture, parce que le camp de réfugiés, il est clôturé, c'est en Thaïlande. Puis les Thaïlandais allaient à la clôture et vendaient des produits aux réfugiés. Puis les réfugiés, à tous les jours, il y avait un marché, puis eux revendaient un petit peu avec profit. Et à un moment donné, les autorités du camp ont laissé les Thaïlandais venir avec leurs propres produits pour vendre dans le camp. Il y avait toutes sortes de formules, là. Il y avait des magasins privés qui appartenaient à des Thaïlandais. Il y avait parce que le camp, c'est grand, fait que, il y a des réfugiés que dans leur petit logement, bien, ils vendaient des petites choses là, pour essayer de faire du profit. Il y en avait qui recevaient de l'argent de l'étranger, donc ils pouvaient commencer quelque chose. Les réfugiés, bien, tout était dirigé par les réfugiés. Par exemple, il y a l'hôpital. La plupart des infirmiers, c'était des réfugiés. Alors, il y avait une équipe médicale étrangère qui formait les réfugiés à s'occuper des autres réfugiés. Alors, c'est une équipe médicale. Le dentiste, c'était la même chose. L'école primaire pour les enfants, c'était dirigé. Toujours des étrangers qui enseignaient aux Cambodgiens, aux Laotiens et aux Vietnamiens comment enseigner, c'est quoi le programme et tout ça. Fait que c'était vraiment c'est comme un village. Il y avait des modes, il y avait une prison, il y avait des gens qui pouvaient être arrêtés. L'autorité du camp, c'était le gouvernement thaïlandais qui dirigeait le camp. Le HCR est là pour enregistrer les réfugiés pour leur sécurité, mais la vie de tous les jours, c'était le gouvernement thaïlandais, le ministère des Affaires intérieures qui dirigeait le camp. C'est certain qu'à l'École du Québec, moi, je trouve que ce qui était extraordinaire de l'École du Québec, c'est que dès le départ, s'il n'y avait pas eu l'École du Québec, les réfugiés n'auraient pas pu s'identifier dès le départ. Alors là, quand ils venaient à l'École du Québec, ils savaient que tous ceux qui étaient là avaient été aussi acceptés pour le Québec. Puis quand ils arrivaient au Québec, ils connaissaient déjà des gens au Québec parce qu'ils avaient habité avec eux, ils étaient allés à l'école avec eux. Il y avait une belle solidarité. Ça a créé une communauté avant d'arriver ici. Pour moi, c'est une des plus grosses forces de l'École du Québec. Parce que, oui, apprendre le français, mais bon, ils venaient à l'école, on enseignait à tous les réfugiés qui venaient au Québec. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Les réfugiés cherchaient un emploi là, parce qu'ils étaient payés pour travailler. Il y a toutes sortes d'emplois qui existaient. Puis pour travailler, souvent, il fallait parler soit l'anglais ou pour être formé, il fallait avoir des capacités. Ceux qui avaient... parce que tout le monde a des capacités. Là. Si je pense aux paysans, là, moi, on me met dans une rizière, puis je ne sais pas quoi faire dans une rizière. Là. Mais par exemple, les gens c'était difficile pour eux de se trouver un travail, bien, ils avaient du temps pour venir étudier la langue, soit le français ou l'anglais, dépendamment, où il y avait une école japonaise, il y avait une école pour les Australiens avaient une école, la Nouvelle-Zélande avait une école, les États-Unis avaient une école, la France avait une école. Fait que dirigés par les ONG ou dirigés par leur gouvernement, parce que les réfugiés sont là puis ils attendent. Alors, tant qu'attendre, ça ne coûte pas cher, là, utiliser leur temps pour leur enseigner la langue. Puis, à l'École du Québec, on enseignait aussi, on appelait ça l'orientation culturelle. Alors, comment on s'habille pendant l'hiver, comment on prend le métro, les choses de base sur le Québec et le Canada.
sur la culture du Québec, du Canada. Des choses simples comme eux, ils sont habitués d'aller acheter leurs produits. Le matin, ils vont aller au marché pour faire le déjeuner, puis l'après-midi, ils vont retourner au marché. Ils vont aller au marché des fois 2, 3 fois par jour, puis ils vont cuisiner toujours frais, alors que nous, on va souvent à l'épicerie une fois par semaine. Alors ça, c'est... Pour eux, c'était vraiment quoi? Vous n'allez pas aller... Il n'y a pas de marché. C'est des choses très de base. Là on imagine que c'est avant Internet. Hein? Il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas... Donc, c'est un monde très différent, là. Le gouvernement, l'immigration du Québec, on avait... Parce que leur bureau est à l'ambassade du Canada, puis ils avaient des films de l'ONF. Alors, on allait chercher des films de l'ONF pour leur montrer. C'était pas des films, c'était pas des documentaires, mais c'était des films où on voyait le Québec, le Canada. On montrait un film, puis là, après, on discutait. Qu'est-ce qui vous a frappé dans le film? Qu'est-ce qui vous a... Puis souvent, c'était des films, des courts-métrages. Fait que on parlait un peu du sujet, mais c'était plus pour les mettre un peu dans l'atmosphère de c'est comment la vie au Québec, au Canada. Oui. L'ONF, c'était l'Office national du film. Oui, l'ONF. Alors, l'ambassade du Canada avait plusieurs films de l'ONF à Bangkok. Puis on les empruntait. On empruntait ces films-là pour les montrer à l'École du Québec. D'accord. Savez-vous, quand l'École du Québec a été établie dans le camp? Moi, je suis arrivée en 82 et je pense que ça existait, mais je ne suis pas certaine. Peut-être que Lucille le saurait mieux que moi, mais je pense que ça existait depuis 2 ou 3 ans. Parce qu'il y a un prof, je pense qu'il y a eu un prof du COFI qui est venu pour 1 an. Okay. Puis je pense qu'il y a un couple qui est venu pour 6 mois. Okay. Fait que je pense que... Mais quand moi j'ai quitté, après 5 ans, j'ai été remplacée. Fait que l'école n'a pas fermé avec mon départ. Il y a une religieuse qui est venue, puis il y a un couple qui est venu après moi. Le camp, c'est un ancien camp militaire. Alors, c'était des baraques militaires, là, qui ont transformé en camp de réfugiés. Il n'a pas été créé pour les réfugiés. Alors, quand on allait à la frontière, par exemple, à Koidang, à Saitou et tout, c'était des cabanes en bambou. C'était vraiment... Il n'y avait rien avant le camp de réfugiés. Nous, c'était un camp militaire qu'ils ont utilisé comme camp de réfugiés. Quoi d'autre je pourrais dire pour le... Il y avait un bureau de poste, les gens... C'était vraiment... Il y avait des fêtes, toutes les fêtes, lorsqu'il y avait des fêtes bouddhistes, des fêtes, c'était célébré par les communautés. Il y avait des naissances, il y avait des décès, il y avait... C'était vraiment comme une vie de village, mais il y avait un couvre-feu. Nous, les étrangers, on devait quitter à 18 heures. On n'avait pas le droit de rester plus long. Il fallait une permission spéciale pour rester dans le camp après 18 heures. Sinon, il y avait des cours pour du sport, des clubs de sport, mais c'était beaucoup, beaucoup dirigé par les ONG. Surtout les jeunes, occuper les jeunes. Puis en tant que nourriture, puis... Alors, en tant que nourriture, il y avait des rations. Alors, à chaque semaine, par exemple, le lundi, c'était le riz. Le mardi, ça pouvait être un peu de légumes. Le mercredi. Puis ça, c'était dirigé par les Nations unies, le HCR, dépendamment du nombre de personnes dans la famille, dépendamment si la femme est enceinte. Ça, parfois, il y avait des... ils appelaient ça l'alimentation supplémentaire, s'il y avait quelqu'un avec une difficulté dans la famille. Alors, tout ça, c'était organisé par les Nations unies. Puis les réfugiés, c'était pas chaque personne qui allait chercher. Là, ils avaient des chefs de division, ils avaient une structure pour aller chercher les vivres, puis pour se séparer après. Mais tout était établi. Telle famille a tant, tout était dirigé. Alors, c'est certain que c'est pas beaucoup qu'est-ce qu'ils recevaient, là, mais assez pour survivre. C'est pour ça que de travailler dans le camp de réfugiés, que ce soit au bureau de poste, que ce soit n'importe où, ça leur donnait un peu d'argent. C'était pas un gros salaire, là, mais ça leur faisait un peu d'argent pour ajouter quelque chose de plus intéressant, des fruits, des légumes, parfois aller au restaurant, faire quelque chose de plus agréable. Là, Puis, il y avait des réfugiés qui avaient de l'argent. Il y a des réfugiés qui ont obtenu de l'argent de leur famille, qui leur envoyaient de l'argent. Enfin, il y avait des classes aussi dans les réfugiés. C'est pas tous les réfugiés. Il y en avait qui étaient très, très pauvres, démunis, mais il y en avait d'autres qui vivaient bien. Ils avaient de l'aide de leur famille. Puis, peut-être qu'il y avait plus d'argent quand ils ont quitté leur pays. Ils ont été capables de vendre des choses.
Fait que le niveau, on pense réfugié très pauvre, mais il y a de tout. Il y a de tout. Vous dites que vous avez demeuré dans le camp, vous avez enseigné dans le camp pendant 5 ans. Moi, je suis restée 5 ans à l'École du Québec, directrice de l'École du Québec. Est-ce que je peux vous demander, qu'est-ce qui vous intéressait à demeurer pour les 5 ans? Ben, tout. On s'attache beaucoup aux réfugiés. Ben, je travaillais dans le camp de réfugiés, mais je vivais avec une famille thaïlandaise dans le village. Alors, la plupart, moi, j'étais toute seule de l'immigration du Québec. La plupart des gens, par exemple, si on travaille avec CARE ou COER, ils arrivent en équipe. Alors, ils louent une maison, puis ils sont 10 personnes de cette organisation-là qui vivent dans cette maison-là. Mais moi, j'étais toute seule. Alors, j'habitais, le couple que j'ai remplacé vivait dans une famille thaïlandaise. Ils louaient une chambre dans une famille thaïlandaise. Alors, moi, j'ai simplement loué cette chambre-là qu'eux avaient. Mais les enfants, quand je suis arrivée, je l'appelle ma petite sœur, elle avait 3 ans. Puis quand je suis partie, elle avait 8 ans. Fait qu'aussi, on s'attache. Je me suis attachée à cette vie-là. J'aimais mon travail, j'aimais les réfugiés, j'aimais... Alors, c'est... Oui, c'était... Il y avait beaucoup... Les réfugiés, c'était... Il y avait beaucoup de témoignages, là, parce qu'ils nous parlaient, avec la confiance, ils pouvaient nous parler. Bon, je pense que un des premiers mots que j'ai appris, c'est « schlap » en khmer, ça veut dire « mort ». Schlap, schlap, il est mort, il est mort. Alors, ils ont commencé plus à me parler pendant qu'est-ce qui est arrivé pendant le régime Khmer Rouge. Ça faisait pas longtemps. Comment les gens sont décédés, qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, on se lie beaucoup d'amitié avec eux. Ils ont tellement de reconnaissance. Là. Moi, quand je rencontre des réfugiés, quand je suis arrivée ici, c'est comme si... Moi, j'ai rien fait. Je n'étais rien que directrice de l'École du Québec. Mais pour eux, c'était comme si j'avais sauvé la vie. C'est comme si je leur avais sauvé la vie. Fait qu'ils avaient, oui, ils avaient beaucoup de reconnaissance. Moi, j'étais un petit peu le lien entre le Québec puis leur pays d'origine. Les Vietnamiens, il y en avait moins dans le camp où j'étais, mais c'était beaucoup les Laotiens puis beaucoup les Cambodgiens. Okay. Est-ce que pendant votre séjour là, dans le camp, est-ce que vous aviez des relations avec les officiers de l'immigration? Oui, oui, très bon. Oui, beaucoup, beaucoup. Okay. Oui. Fait que tous les officiers d'immigration, parce que quand ils venaient, les entrevues se faisaient à la frontière, okay. Mais à un moment donné, on a transféré les réfugiés avant. Les entrevues se faisaient. C'était plus pratique que d'envoyer tout le monde à la frontière. À un moment donné, ils ont transféré les réfugiés dans le camp de réfugiés de Panatnicum. Les entrevues avaient lieu là. Alors, naturellement, quand les entrevues avaient lieu là, bien, oui, l'immigration du Québec, on avait un contact pas quotidien, mais hebdomadaire. Là. Puis, il y a eu 2 ministres. Moi, quand j'étais là en 5 ans, il y a eu 2 ministres qui sont venus visiter de l'immigration. Québec qui sont venus. Okay. Il y avait Godin qui est venu, M. Godin qui est venu. Oui. Puis, mon Dieu, libéral, une femme, Roby, Mme Roby qui était venue. Okay. Alors, il y a eu 2 visites ministérielles du camp de réfugiés. Alors, naturellement, c'était organisé par le Québec, par l'Immigration du Québec à l'ambassade du Canada qui était là. Mais nous, c'était moi, au niveau du camp de réfugiés, c'est moi qui voyais les activités, puis qu'est-ce qu'on va faire. Puis, D'accord. Ah, puis vous avez sans doute rencontré Lucille Ornette. Oui, Lucille, c'est... Oui, Lucille, là, aujourd'hui, c'est une de mes grandes amies aussi, là. D'accord. Oui. OK. Oui, ça lie beaucoup le... Tu sais, les liens d'amitié à l'étranger, c'est très fort, hein, parce que c'est pas seulement des amis, mais ça devient ton pays, ta culture, ta langue. Ouais. Et puis, on est très peu de Québécois. Alors, c'est certain que... Ça aussi, c'est une des raisons. Je me suis toujours bien entendue avec mes collègues de l'Immigration du Québec. C'était devenu ma famille aussi. Alors, c'est tout ça qui fait... C'est pas rien qu'un emploi, là. C'est tout ça qui fait qu'on reste 5 ans. D'accord. Oui, c'est tout ça qui fait qu'on reste 5 ans. Pourriez-vous décrire une journée typique à l'École de Québec? Alors, moi, j'étais la seule Québécoise qui était là. J'engageais des professeurs, j'engageais des Cambodgiens, des Vietnamiens et des Laotiens qui parlaient français pour enseigner le français à des... Alors, on enseignait à tous les niveaux, des enfants, comme l'école primaire, là, qui serait à l'école primaire, ils suivaient des cours de français, jusqu'à des aînés. Alors, tous ceux qui étaient... L'Immigration du Québec nous donnait les noms des réfugiés qui avaient été acceptés, puis nous, on les contactait pour les inviter à venir à l'École du Québec. Ils n'étaient pas obligés de venir. Il y en avait qui étaient
peut-être trop âgés ou qui n'étaient pas obligés, mais ils étaient invités. Puis je pense que la grande majorité venait. La grande majorité venait parce que c'était une façon de socialiser aussi. Alors, on donnait des cours aux professeurs. Alors, je sélectionnais, il fallait passer des entrevues comme un emploi ordinaire, là. Alors, puis ils avaient un salaire, les professeurs de français, puis on divisait les élèves, on faisait un test d'entrée pour voir quel niveau les élèves seraient. On les divisait en groupes, puis on faisait des horaires. De telle heure à telle heure, c'est tel niveau, tel professeur. De telle heure à telle heure, c'est un autre professeur. Fait que ça commençait de 9 h le matin. On avait 3 classes, je pense. Physiquement, là, il nous fallait des locaux, fait qu'on ne pouvait pas faire plus que 3. On avait une petite bibliothèque. Alors, de 9 h le matin parce qu'à 18 h, il fallait quitter. L'école fermait à 18 h. Il y avait des cours de 9 h à 18 h. Avec une pause sur l'heure du dîner. Il fait très, très chaud. Fait que sur l'heure du dîner, il n'y avait pas de cours, peut-être vers 11h30 jusqu'à 14h30 à cause de la chaleur. Il n'y a pas d'air climatisé. Il n'y a pas... Fait qu'on fermait peut-être 2 heures sur l'heure du dîner. Et il y avait les cours. Alors, c'est toujours moi qui enseignais. On avait une méthode d'enseignement là, avec des figurines. Alors, je donnais cette méthode-là aux professeurs qui enseignaient aux élèves. Puis c'était la même chose avec l'orientation culturelle. Alors, on avait fait, par exemple, on avait une carte d'assurance sociale on avait copiée sur un gros carton, une carte d'assurance maladie, la carte soleil, on avait repeint la carte du métro pour expliquer c'est quoi un métro, c'est quoi. Alors, moi, je l'expliquais aux professeurs, puis les professeurs l'expliquaient à leurs élèves, c'est ça. Puis les professeurs l'expliquaient à leurs élèves dans leur langue maternelle, parce que c'était... Les cours de langue, c'était rien qu'en français, mais les cours d'orientation, c'était dans leur langue maternelle. Alors, l'information se distribuait comme ça. Puis, on s'impliquait beaucoup avec toute la question d'hygiène. Dans le camp de réfugiés, il y avait des équipes d'hygiène, par exemple, des choses simples comme se brosser les dents, se laver les mains après aller aux toilettes et tout ça. On faisait venir, il y avait des formations des fois avec des marionnettes, on les faisait venir à l'École du Québec. On s'impliquait beaucoup avec les autres programmes, puis on leur disait, bien, pourquoi vous ne venez pas à l'École du Québec pour le faire? Il y avait souvent des activités comme ça. On invitait tous les élèves, de telle heure à telle heure, il va y avoir telle personne qui va venir nous parler de tel sujet. Alors, on s'impliquait beaucoup avec les autres écoles aussi. D'accord. Et comme vous dites, l'enseignement se faisait avec des Laotiens, des Cambodgiens et des Vietnamiens. Oui, chacun. Fait que les Laotiens étaient professeurs pour les réfugiés laotiens. Les Vietnamiens étaient professeurs pour les réfugiés vietnamiens, puis la même chose pour les Cambodgiens. Et une chose qu'on avait réalisée, au début, on avait appris, en tout cas avec l'école des États-Unis, qu'une personne qui ne sait pas lire et écrire sa propre langue, qui est analphabète dans sa propre langue, ça va être beaucoup plus difficile d'apprendre une autre langue. Alors, on avait commencé des cours d'alphabétisation dans leur propre langue aussi. Parce que pour nous, ça ne coûtait rien à l'École du Québec de faire ça, là. Puis c'était comme un service aussi, parce que c'est aussi la confiance en soi et tout ça. Alors, on avait parce que la première année, il n'y avait pas eu ça à l'École du Québec, mais on avait développé ça aussi au cours des années, là. C'est les personnes qui voulaient apprendre leur propre langue, bien, on avait des professeurs qui leur montraient. D'accord. Vous dites que dans les 5 années que vous étiez là, les réfugiés ont beaucoup témoigné de leurs expériences. Oui. Sans doute qu'ils ont partagé ça avec vous. Oui, puis comme la rédaction, là, parfois la classe supérieure, j'avais demandé aux professeurs de demander à leurs élèves de faire une rédaction sur une journée dans le camp de réfugiés. Puis j'avais demandé aussi qu'ils fassent une rédaction sur ma fuite, comment ils ont quitté leur pays pour venir dans le camp de réfugiés. Aussi, moi, j'allais à la frontière. J'allais à la frontière, puis à chaque année, je venais au Québec. Okay. Et donc, les réfugiés me donnaient plein de choses. Si j'allais à la frontière, on me disait, peux-tu aller voir ma mère, peux-tu aller voir telle personne, telle personne? Puis là, on me donnait des enveloppes, on me donnait toutes sortes de choses pour apporter dans le camp frontière. Puis quand j'arrivais dans le camp frontière, là, moi, j'avais vu leur fils ou leur... peu importe. Puis là, alors, ça développait aussi des liens. J'étais un peu le lien entre les deux. Moi, j'allais dans les camps, je me promenais d'un camp à l'autre. Puis quand j'arrivais, surtout quand j'arrivais ici, parce qu'à chaque année, j'escortais un groupe de réfugiés dans l'avion, du camp de réfugiés jusqu'au Québec, dans l'avion. Ah, OK. Fait que là, je pouvais voir comment ils se comportaient. Je vous donne un exemple.
Ça m'aidait à leur enseigner quand on était dans le camp de réfugiés. Le premier repas dans l'avion, là, ils se faisaient des paquets puis ils mettaient la nourriture dans leur poche. Parce que moi, je leur ai pas parlé qu'il y a 3, 4 repas dans l'avion, là, puis qu'il va y avoir. Alors, eux, ils veulent réserver la nourriture et ne savent pas qu'est-ce qui va arriver. Oui. Fait que c'est pas pratique, là. Ils sont dans l'avion, ils ont des enfants, ils n'ont pas de place à mettre la nourriture. Alors, je pouvais voir un peu les problématiques puis mieux les enseigner à mon retour, là. Alors, c'était intéressant de faire le voyage avec eux. Puis, rendu justement au Québec, bien là, je voyais tout l'accueil qu'il y avait. Je pouvais leur expliquer quand ça allait arriver au Québec, voilà ce qui va arriver. Parce que j'étais avec eux, puis j'ai vu exactement qu'est-ce qui arrivait. Fait que, quand vous dites pour l'immigration, justement, j'avais rencontré tous les gens de l'immigration du Québec à l'accueil. Alors, je connaissais les gens pour que le passage se fasse mieux, pour qu'ils soient mieux renseignés de exactement qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent ici. Alors, puis quand je retournais, c'est ça, les familles qui étaient ici, bien, c'est incroyable, ils me donnaient de l'argent, là. J'ai transporté, je ne sais pas combien d'argent, tu donneras... Tu sais, c'est vraiment basé sur la confiance, là. Oui, oui. On me donnait des bijoux, on me donnait toutes sortes de choses. Tu donnes ça à telle personne. Là, je sortais avec un sac plein d'argent puis de bijoux que je devais redistribuer à tous les réfugiés quand je revenais, là. D'accord. Fait que c'était vraiment comme une liaison, un lien entre presque le pays d'origine, parce que même des fois, j'allais sur ce qu'on appelait le No Man's Land, là, au Cambodge, là, on est au Cambodge. On est à la frontière, mais ils ne sont pas sur le côté thaïlandais, ils sont sur le côté du Cambodge. Alors, je suis allée là parfois pour travailler, là, parce que quand ils donnent justement la distribution de la nourriture, ils appelaient ça le head count, ils doivent compter, puis on a besoin de beaucoup, beaucoup de gens. Fait que la plupart des ONG, on allait là pour aider à au camp frontière. C'était 2-3 jours qu'on passait là, puis après, on revenait à notre travail. Arriver avec les bijoux et l'argent, je vous imagine comme le Père Noël. Oui, mais ça venait pas de moi, ça venait de leur famille, là, moi. D'accord. Mais ils étaient très reconnaissants parce qu'ils n'auraient pas voulu poster ça, ils auraient eu trop peur de poster ça. Oui. Puis là, les mandats, ils ne font pas confiance au système de mandat, puis tout ça. Mais moi, ils me faisaient confiance. Puis là, tu sais, les familles, moi, j'apporte une lettre, puis là, ils disent « Ah, Mika, là, fait... » Fait que là, moi, c'est comme là, moi, j'avais toute la confiance. Puis on me donnait... Puis là, naturellement, ça se rendait bien. Le bouche à oreille, prochain voyage, tout le monde savait que ça se rendait bien. Fait que... Oui. D'accord. Il y a dû avoir des moments où, quand même, il y a des réfugiés qui vous ont témoigné des choses très personnelles, là. Oui. Comment ils ont quitté leur pays. Oui. Les expériences qu'ils ont vécues. Oui. Pouvez-vous parler un peu de ça? C'est trop... Partager. Quand... c'est rare quand j'étais là. Je m'excuse. Ça va. Quand j'étais là, je me souviens pas de... Parfois, les professeurs m'écrivaient des lettres disant qu'ils ne pouvaient pas aller travailler aujourd'hui parce qu'ils étaient trop découragés ou quelque chose comme ça. Puis les mots, dans leur français, c'était très touchant, qu'est-ce qu'ils écrivaient. Ça, c'est des gens que je côtoie, que je vois tous les jours. Fait que c'est certain que ça venait me toucher parce qu'ils avaient été refusés ou là, on ne savait pas qu'est-ce qui était pour arriver avec eux. Mais en général, je me suis faite à la vie du camp de réfugiés, puis j'étais correcte. Mais c'est drôle, avec le recul, puis j'ai parlé à quelqu'un qui a travaillé sur le régime Pol Pot, puis elle a dit que c'était la même chose. Elle faisait des entrevues sur le régime Pol Pot. Quand tu fais les entrevues, c'est comme, tu es sur la ligne de front, puis tu fais ton travail. Mais quand tu repenses à ça, bien, on dirait que ça vient te chercher. Okay. Parce que j'ai un ami un ami cambodgien, bien, un ami, lui, il est venu, son père, il travaillait à l'École du Québec, et lui, il est né dans le camp de réfugiés, puis quand il s'est marié, il m'a demandé d'être la célébrante de son mariage. Puis, tu sais, les gens me disaient « Ah, tu as travaillé dans un camp de réfugiés. » Au mariage, on me disait ça, tu sais. Puis je disais « Oui, mais... » Puis ils disaient « Ça doit être terrible, ça doit... » Puis je me disais « Bien, c'est correct, c'est correct. » Mais quand je suis venue pour en parler, j'ai trouvé ça tellement difficile. C'est comme si on dirait que ça c'est... Parce que c'est comme si c'était enfoui, là, tu sais, dans le... Ouais. Ouais. Oui, refoulé. Bien, c'est toute la misère de la guerre. Moi, je dirais, je pense que ce qui est le plus difficile dans le camp de réfugiés, c'est pas savoir. C'est
de ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Parce que même si tu es accepté, il y a toujours une crainte qu'à la dernière minute, tu ne pars pas. Il y a toujours des retards, il y a toujours... Puis là, il y a tous les cas d'horreur de quelqu'un qui c'était certain qu'il partait, puis qui ne part plus. Puis... Alors, c'est cette inquiétude-là, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Je pense que si les gens savaient, on est là 3 mois, puis il n'y a aucun problème, après on s'en va aux 6 mois, je pense que ça serait correct. Mais c'est aussi, eux, ils quittaient un pays pour une raison. Là. C'était la souffrance de la guerre. C'était, dans le cas du régime Pol Pot, c'est vraiment terrible qu'est-ce qu'ils avaient vécu. La plupart de leur famille était morte. Là. Alors, ils portaient tout ça, hein? Ils portaient tout ça. Oui, d'accord. Mais j'aurais de la difficulté. Tu sais, quand je suis revenue, j'ai gardé un peu contact. Quand je suis revenue au Québec, je voyais j'allais dans le quartier chinois, puis les gens, il y a des gens, ah, Mika, mais ils avaient tellement grandi. Moi, j'avais plus de difficulté à les reconnaître. Eux me reconnaissaient. OK. Puis aussi, c'est que eux, ils sont. Moi, j'étais la seule. Eux, j'en ai vu des centaines, là. Puis peut-être qu'ils étaient là 3 mois. Moi, j'étais là 5 ans. Fait que... Mais c'est certain que les professeurs, c'est les professeurs que j'ai le plus connus parce qu'ils travaillaient à l'École du Québec. Fait que eux, je passais mes journées avec eux. Mais puis après, je suis allée vivre aux États-Unis, j'ai voyagé, fait que j'ai perdu un peu contact avec la communauté. Là. Moi, j'étais là de 82 à 87. OK. C'est bien. Puis je dirais, parce que les réfugiés, ils me disent que leurs parents, ils ne leur parlent jamais du camp de réfugiés. Ben, ceux qui étaient enfants. Puis souvent, ils vont me dire, ah, ben qu'est-ce que tu me dis? Mes parents m'ont jamais parlé de ça. C'est pas quelque chose qu'ils aiment reparler. Je pense que ils mettent ça de côté, ils mettent ça en arrière. Fait que si on se rend compte, on ne parlera pas de ça, on ne parlera pas du passé, on va parler beaucoup plus de qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. On ne reparlera pas de ces histoires d'horreur-là. D'accord. Ouais, intéressant. Moi aujourd'hui, je travaille pour le développement et paix aujourd'hui. Hein. Ah, OK. Et le Cambodge est un de mes pays. Ah, Alors, je travaille au Cambodge sur des... Je ne travaille pas avec les réfugiés, je travaille sur des thématiques, tu sais, l'agroécologie, le changement climatique, l'égalité des genres. Puis, on travaille beaucoup avec les jeunes. Et les jeunes du Cambodge nous disent qu'ils ne connaissent pas l'histoire du Cambodge. Ils ne connaissent pas l'histoire des Khmers rouges. Puis, fait que même au Cambodge, ça existe, ça. Fait que je comprends très bien qu'ici, c'est très loin dans l'histoire que les parents parlent de ça à leurs enfants. C'est pas transmis. Cette histoire-là n'est pas transmise. intéressant. J'essaie de penser. Ouais, moi aussi, qu'est-ce que je pourrais vous dire du camp de réfugiés? Qu'est-ce que je pourrais vous ajouter du camp de réfugiés? Est-ce que parfois vous aviez des relations avec les autres écoles? Ah, toujours. Ah oui, parce que la communauté d'étrangers est très petite. Fait que je connaissais tous les gens. Moi, j'étais la seule de l'École du Québec. L'École du Japon, il y avait 2 personnes. L'École française, il y avait peut-être 4 personnes. Fait que c'est une petite communauté. Okay. Puis nous, à 18 heures, il fallait quitter le camp de réfugiés. On restait dans un petit village en Thaïlande. Alors, le soir, on allait manger dans les mêmes restaurants. Les fins de semaine, souvent, quelqu'un organisait une petite fête. On sortait ensemble. On se connaissait tout le monde. On se connaissait tous, oui. Mais en termes de pédagogie, par exemple, ou d'approche d'enseignement, avez-vous partagé oui, des idées? Parce que nous, avec l'École française, la méthodologie, on l'avait pris de l'École française, okay. Leur méthodologie pour l'enseignement de la langue. Puis l'École des États-Unis, ils avaient appelé ça une maison modèle. Ils avaient comme construit une maison avec un salon, avec une cuisine, avec une salle de bain, une toilette. Alors, on avait emprunté on emmenait nos élèves visiter cette école-là. Okay, okay. Oui. Puis il y avait une autre école qui avait des bancs d'avion, avec des ceintures de sécurité et tout ça. Okay. Alors, aussitôt qu'une école avait quelque chose, on demandait est-ce qu'on peut bénéficier, est-ce qu'on peut emmener nos élèves pour... Alors, on a partagé dans ce sens-là, là, pour mieux les préparer à quitter, à partir. OK. Puis, est-ce que aviez-vous des relations avec l'ambassade? Non, c'était l'ambassade très peu. C'était l'immigration du Québec. Okay. Oui.
Mais moi, l'Immigration du Québec avait signé, pour l'École du Québec, ils avaient signé un contrat avec l'Organisation internationale d'immigration, l'OIM. À l'époque, ça s'appelait ICM. OK. Moi, dans le camp de réfugiés, j'étais sous l'Organisation internationale d'immigration et non pas l'Immigration du Québec. Parce que l'Immigration du Québec n'a pas négocié avec le gouvernement thaïlandais pour avoir une école. C'est l'Organisation internationale d'immigration qui était déjà présente dans le camp de réfugiés. C'est eux qui faisaient passer tous les examens médicaux des réfugiés. C'est eux qui s'occupent du transport aérien entre les pays. C'est eux qui s'occupent des documents. C'est eux. Alors, puis ils ont aussi des écoles. Alors, l'Immigration du Québec avait une entente, un contrat avec l'Organisation internationale de l'immigration pour l'École du Québec. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que les frais venaient, en tout cas les coûts, peut-être c'était partagé, mais on appelait ça l'École OIM Québec, parce que c'était sous le chapeau de l'Organisation internationale des migrations. Alors, je voudrais vous demander, selon votre expérience, les 5 années que vous étiez dans le camp, pensez-vous que quand les réfugiés quittaient le camp, est-ce qu'ils étaient prêts pour s'intégrer dans leur troisième pays? Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on n'est jamais prêt. Okay. Mais on peut dire qu'on a fait ce qu'on pouvait pour mieux les préparer. Okay. Puis je pense que chaque réfugié, dépendamment si c'était une réunification de famille ou s'il était parrainé par un groupe ou si, dépendamment de la situation du réfugié, l'intégration se faisait d'une façon complètement différente aussi. Okay. Parce que dans le cas d'enfants non accompagnés, certains, si tu es adolescent, tu arrives ici, tu es seul, c'est pas la même chose que s'il y a des membres de ta famille qui sont installés ici depuis 2 ans, puis ils ont déjà un appartement. Alors, la situation est très, très différente d'un réfugié à l'autre. C'est pas la même chose. Ouais. D'accord. L'autre question que je vous poserais, ça serait... après que vous aviez quitté ce travail, maintenant vous dites que vous faites un travail plus différent maintenant, êtes-vous approché parfois par des groupes pour venir partager vos expériences de cette époque-là? Ça m'est arrivé une fois. La communauté Khmer de Montréal m'avait demandé de parler de la situation des camps de réfugiés il y a peut-être, je ne sais pas, 5 ans. Okay. Oui. Mais il y a une chose que je trouve qui est intéressante, parce que je venais à chaque année accompagner les réfugiés, puis je parlais, par exemple, sœur Denise Lenné, là, qui est décédée, qui avait travaillé beaucoup, beaucoup pour l'accueil des réfugiés et tout ça. Puis elle m'avait dit, là, je ne sais pas si c'est une étude scientifique, là, on pense souvent que les personnes qui sont le plus éduquées, qui ont une meilleure éducation, vont s'intégrer mieux. Puis elle m'avait dit qu'en fait, c'était souvent le contraire, parce que ceux qui étaient bien éduqués dans leur pays d'origine, ils avaient un chauffeur, ils avaient un cuisinier, ils avaient une vie très aisée. Puis là, ils arrivent ici, puis parfois, le seul travail qu'ils peuvent trouver, c'est dans une manufacture ou quelque chose. Alors que les paysans, qui avaient très peu pour vivre dans leur pays, ils arrivent ici, ils travaillent, ils peuvent mettre de l'argent de côté. Ça n'arrivait pas dans leur pays. Ils peuvent avoir un vélo, ils peuvent avoir une télévision, ils peuvent avoir... Donc, en tout cas, ça m'avait vraiment frappé quand elle avait dit ça, qu'au niveau de l'intégration, c'était peut-être parfois les réfugiés les moins favorisés qui s'intégraient mieux. Ils avaient moins de deuil à faire, peut-être, comme dans un sens de deuil. Puis aussi, qu'est-ce qu'on me dit, c'est que pour les hommes, c'était plus difficile. Parce que les hommes, naturellement, dans ces pays-là, l'homme est vraiment le chef de famille, c'est l'autorité, c'est une culture du respect du père. Puis ils arrivent ici, puis souvent les enfants qui sont plus jeunes vont apprendre la langue plus vite que le papa. Puis là, c'est comme s'il perdait un peu son autorité. Puis là, souvent, la femme va faire plus la couture. Ça va être peut-être un peu plus facile pour la femme de trouver un emploi. Alors, ça vient vraiment changer toute la dynamique du couple, de la famille. Ça remet beaucoup de choses en question là, par rapport à la famille, oui. Avez-vous entendu parler de ça, vous, non? Non. Non? OK. C'est sœur Denise qui m'avait dit ça. Mais peut-être que c'est observation seulement, c'est pas une étude scientifique, c'est pas... Mais j'avais trouvé ça quand même intéressant, oui, cette observation-là. Oui. Puis il me semble que ça fait du sens. Oui, parce qu'ils ont moins à perdre, oui, puis plus... Oui. Oui, d'accord.
Mais dans les gens que vous côtoyez chaque jour, etc., est-ce que vous parlez est-ce que ça vous vient à l'idée de parler de vos expériences de cette époque-là avec eux, des gens que vous rencontrez? J'ai tellement d'autres expériences après. C'est qu'il y a tellement d'autres expériences que là, tu sais, je pense que là, présentement, je travaille en coopération internationale. Chaque pays où je vais, c'est extraordinaire, mes partenaires, qu'est-ce qu'ils font, Alors, je suis plus dans le présent. C'est ça, parce que ma vie est extraordinaire. Fait que je parle des choses. Ouais. Oui, si je rencontre... il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une jeune fille. Sa mère est vietnamienne, son père est gaspésien. Et elle me dit que sa mère, elle est restée traumatisée par le camp de réfugiés, puis par le... Puis là, je lui ai posé des questions, puis j'ai réalisé qu'on était là en même temps. On était... elle était à Galang, par exemple, en Indonésie, mais on était là pendant la même période de temps. Puis elle n'est jamais retournée au Vietnam. Puis là, j'ai dit, j'aimerais ça la rencontrer. Pas pour... Mais la jeune fille, elle pensait que peut-être que sa mère, elle n'accepterait pas. C'est trop... Mais elle, qu'est-ce qu'elle disait, la jeune fille, c'est de voir quelqu'un qui est peut-être plus positif ou que peut-être ça lui ferait du bien à sa mère qui était... Elle, je pense qu'elle avait 13 ans, 14 ans quand elle a quitté le camp de réfugiés. Je ne sais pas quel âge elle avait quand elle avait quitté le Vietnam. Elle est arrivée au Québec vers 13-14 ans, sa maman. Puis elle a marié un Gaspésien. Mais elle est restée comme elle disait, elle est traumatisée, ma mère, par ça. Elle n'en parle pas. D'accord. L'autre question que je vous poserais, c'est un des buts de ce projet, Cœur en liberté, c'est d'enseigner à la jeunesse du Canada qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Ah oui, c'est ça? Ouais. C'est d'enseigner ça? C'est un des buts. Parce que l'idée, c'est de créer un documentaire à un moment donné. Oui. Puis c'est un documentaire qui serait distribué à n'importe qui voudrait connaître l'histoire du Canada à cette époque-là. Parce que c'est le cas. Si on vous posait la question, qu'est-ce que vous voudriez partager avec cette jeunesse-là, si on vous donnait... Moi, si j'ai un message à faire ou quelque chose, parce que des fois, on parle de réfugiés. C'est pas comme un choix d'être réfugié, là. C'est un genre d'obligation. C'est la survie. Alors, c'est pas facile d'être réfugié. C'est pas facile. Puis nous, tu sais, quand tu vois la situation des camps de réfugiés, puis tout ce qu'ils doivent faire pour se rendre ici, puis, tu sais, on entend parler, on sait qu'il y a des passeurs, puis des gens qui... Puis on se dit, ceux qui suivent le trajet, disons, normal, qui quittent leur pays, qui font un camp de réfugiés, qui font l'immigration, parfois, ils ne sont pas récompensés non plus. On paye tant d'argent, on a beaucoup d'argent, on s'en vient ici directement, puis là, on entre. Alors, c'était un peu un déchirement pour moi quand je venais ici, parce qu'on pensait d'emblée que moi, j'étais pour l'appui pour tous les réfugiés. Mais nous, on se disait, ceux qui ont utilisé les passeurs, c'est un commerce là, qui s'en venait ici avec des faux passeports, puis rendus ici, ils disent « je me déclare comme réfugié ». Est-ce que ça enlève des possibilités pour que ceux qui sont dans les camps de réfugiés viennent? Alors, les gens pensent que « ah oui, moi je travaille dans le camp de réfugiés, donc accepter tous les réfugiés ». Mais je sais que c'est impossible d'accepter tous les réfugiés. Mais disons que je respectais beaucoup ceux qui suivaient le processus. Et ceux qui n'avaient pas d'argent pour faire autrement non plus, là, pour moi, c'était les vrais réfugiés, ceux qui étaient dans les camps, ceux qui essayaient de suivre le processus qui était établi. Alors, puis tu sais, les gens, ils pensent, il n'y a pas personne. Quitter son pays, c'est terrible, c'est un déchirement, c'est terrible, Tu sais, c'est évident, chacun est mieux dans son pays. Si on a une possibilité d'investissement, qu'on fait un choix, ça, c'est correct. Mais quitter son pays parce qu'on ne peut plus survivre là, c'est terrible. D'accord. Un choix de déménager, d'immigrer, il y a toutes sortes de décisions par sa profession, à cause de la culture, peu importe, ça, c'est correct. Mais je parle vraiment de cette douleur-là. Je ne pense pas que les gens ils comprennent cette douleur-là. Avez-vous vu le film, je pense que ça s'appelle « Bagage »
sur une école secondaire. C'est fait par des étudiants de différents groupes, de différentes nationalités, puis qui disent, c'est pas, moi, je n'ai pas choisi de quitter mes amis, là. Eux sont obligés, parce que ce sont des enfants, mais des adolescents, ils sont obligés de suivre leurs parents. Alors, il y a une injustice par rapport aux enfants, là. Eux, ils n'ont pas l'image à long terme. Eux, c'est leurs amis, on va tout quitter ça. Ils arrivent ici, ils connaissent. C'est vraiment difficile. Oui, c'est un déplacement majeur oui. pour se réintégrer dans une nouvelle société. Puis je pense qu'il y en a plusieurs, moi, qui m'ont dit, le jour que mon pays est libre, je vais revenir. Il y en avait plusieurs qui partaient avec cette intention-là. Mais naturellement, une fois rendus ici, ils ont eu 3, 4 enfants, les enfants sont nés ici. Là, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi facile. Mais l'intention était, le jour que je vais pouvoir revenir dans mon pays, je vais revenir. Ouais. Mais les choses changent. D'accord. C'est pas si facile de revenir en arrière, moi. C'est quand même des gens qui ont beaucoup aimé leur pays natal. Ils ont beaucoup? Ils ont beaucoup aimé leur pays Ah natal. oui, ben oui. C'était, comme vous dites, c'était un déchirement, oui. D'avoir à quitter, d'être forcé de quitter. Oui. Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y avait un programme parce qu'avant, les Vietnamiens, ils quittaient en bateau, puis les Américains avaient négocié avec le gouvernement. Au lieu de faire que les Vietnamiens sont obligés de quitter en bateau, le gouvernement vietnamien avait accepté que des entrevues se fassent à l'aéroport de Saigon, d'Ho Chi Minh. Comme ça évitait tout le danger d'être en bateau. Et on m'a parlé là, parce que là, quand on fait ça, alors supposons que le réfugié ne prend pas le bateau, qu'il est accepté à l'aéroport par l'immigration, oui, vous allez venir vivre dans tel pays. Quand il quitte, toute la famille est là. Toute la famille est à l'aéroport pour... Puis là, c'est arrivé où ils étaient incapables de quitter. Parce que quand on quitte par bateau, on quitte la nuit, on ne quitte pas toute sa famille qui est devant toi, puis que là, tu dis au revoir. Alors ça aussi, ça a été un grand déchirement, là. Bon, c'était plus en bateau, c'était moins dangereux, mais c'était très, très difficile. C'est arrivé où ils avaient tous leurs papiers, ils avaient tout, puis finalement, ils disaient, je ne suis pas capable, je ne peux pas quitter, là. Toute la famille était là, ils ne pouvaient pas quitter. Entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, des fois, la différence, il y a une différence aussi. Bon. Je pense qu'on a fait. Oui, Qu'est-ce qu'on a fait?